Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session du think tank Schema Publica. Aujourd'hui sur la géopolitique de la comptabilité. Je suis Claude Revel et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raluca Sandou. Merci Raluca d'être là. Je vais vous présenter, doyenne associée à la faculté et professeure associée de finance et comptabilité à Schema Business School, pour parler d'un sujet aujourd'hui un peu intriguant, un peu curieux, la géopolitique de la comptabilité. Deux disciplines qui, a priori, sont distinctes et n'ont rien à voir. Alors, Raluca, vous êtes experte notamment en histoire de la comptabilité, en géopolitique et en particulier dans les économies en transition. Vous êtes également membre du comité éditorial de la revue académique Accounting History et vous avez publié en 2022 une étude intitulée « Lutte dans l'arène comptable, une lecture géopolitique des réformes comptables roumaines ». Enfin, vous dirigez le groupe thématique sur l'histoire de la comptabilité de l'Association francophone de comptabilité. Alors, nous allons essayer de comprendre avec vous comment ce qui peut être une vision politique d'un sujet aussi technique, entre guillemets, que la comptabilité. Y a-t-il des jeux d'influence dans l'édification des normes comptables nationales et internationales? Y a-t-il des luttes idéologiques? Si oui, lesquelles? Vous allez nous éclairer. Et d'abord, comme d'habitude, un tout petit mot sur le think tank Schema Publica, qui est un think tank donc international, indépendant, qui a pour objectif d'anticiper et de fournir à la fois au public et aux décideurs de politique publique des informations les plus pointues et anticipatrices et pour déterminer leur politique. Voilà, donc nos analyses sont publiées et nos vidéos, etc., sont publiées sur notre site internet publica.schema.edu. Donc, Raluca, question aujourd'hui. Première question, pourquoi parler de géopolitique de la comptabilité, tout simplement? Y a-t-il une approche historique? Le sujet est-il neuf? Bon, tout d'abord, je vous remercie, Claude, de cette invitation et de me donner l'occasion de parler d'un sujet que je trouve passionnant. Et je dis bien un sujet, et non pas deux sujets distincts, Oui. car je trouve comptabilité et géopolitique substantiellement reliées. Bon, et je vais en donner quelques exemples. Mais tout d'abord, la comptabilité n'est pas une technique neutre ni abstraite. C'est une technique située dans l'espace et située dans le temps. Donc, l'approche historique s'invite naturellement. Et pour comprendre la dimension sociale et géopolitique de la comptabilité, je donnerai, comme je l'avais déjà annoncé, deux petits exemples situés un peu aux extrêmes. Premièrement, je donne l'exemple de la méthode de la comptabilité en partie double, qui représente encore aujourd'hui la technique de base fondamentale en comptabilité dans une grande partie du monde capitaliste. C'est une méthode qui est apparue et qui s'est développée dans l'Europe marchande du XIVe siècle. Et l'ouvrage qui popularise et qui accélère la diffusion de ces techniques fut écrit par le moine franciscain Luca Pacioli et publié en 1494. C'est la Summa de Arithmetica, Geometria, Proporzioni et Proporzionalità. Nous avons donc à l'origine une technique située dans le temps, période de la Renaissance, et également située dans l'espace. C'est une technique servant notamment les marchands de Venise, Gênes, Florence, Milan, pour en citer juste quelques petits exemples. Nous avons donc une méthode mathématique à la base, donc calculatrice, on peut le dire, servant et renforçant des zones d'influence et qui sert aussi à véhiculer et apporter des cultures et des pratiques. Un autre exemple qui me vient à l'esprit est celui de la comptabilité ou plutôt des comptabilités communistes. Pareil, il s'agit d'une comptabilité qui est située dans un temps et dans un espace bien circonscrit, avec plusieurs niveaux d'opération et plusieurs niveaux d'influence, servant notamment les buts du plan et permettant le contrôle centralisé des ressources. Donc, on a de nouveau une comptabilité qui renforce et qui sert une forme de gouvernement. La comptabilité peut être donc un instrument puissant de pouvoir et de contrôle. Et le fait que les influences politiques de différents groupes façonnent les cadres réglementaires, façonnent les pratiques, les normes comptables est d'ailleurs déjà bien connu dans la littérature, bien ancré, je le pense, dans les esprits. Néanmoins, ce que je souhaite soulever avec mes deux exemples, c'est que la géopolitique ne se résume surtout pas au volet politique.
mais qu'il y a un élément de géographie important qui se retrouve dans cette relation comptabilité-territoire. Ainsi, par exemple, les processus de normalisation comptable, d'harmonisation, voire de convergence, ont aussi des composantes géopolitiques très fortes dans un monde mondialisé. Et je pense que nous allons avoir l'occasion d'en parler très, très, très prochainement. C'est tout à fait passionnant, vraiment passionnant. Et justement, Raluca, quelles sont ces visions politiques? Vous venez de dire qu'il y a des visions politiques soumises à des influences, idéologies, l'approche historique. Mais quelles sont ces visions politiques? Aurez-vous quelques exemples à nous donner? Mais bien sûr, et je souhaite revenir au fait que comme le calcul et le nombre se trouvent au cœur des représentations comptables, cela donne certainement l'illusion, je pense pour certains l'espoir, d'une objectivité, voire d'une certaine neutralité. La comptabilité est censée donner une image fidèle de la réalité économique de l'entreprise. Donc, afin de pouvoir renforcer ces éléments, dans le cadre de la normalisation, il y a des mécanismes qui souhaitent assurer et protéger la norme des influences politiques. Je donne l'exemple de Due Process, adopté par les organisations de normalisation comptable anglo-saxonnes à partir à peu près des années 60 et renforcé par la suite, qui suppose une consultation des parties prenantes dans le cadre de la normalisation. La procédure a été donc progressivement renforcée et a le but de légitimer le processus de création des normes pour protéger de la sphère politique et pour prendre en compte les points de vue des différentes parties prenantes. Des différentes parties prenantes qui s'expriment. Et là, ce n'est pas anodin, parce que le poids et la voix des parties prenantes ne sont pas les mêmes et ne sont pas de même taille. Donc cela se prête évidemment à de nombreux jeux d'influence. Et sans surprise, les grands groupes, les grands cabinets d'audit ont un mot très important à dire dans cette histoire. Certainement. Et il y a une littérature fascinante sur ces sujets. Je cite Stéphane Zeff, par exemple, et en France, Bernard Collas, Alain Burlot, les deux derniers parlant explicitement d'un retour du politique dans et par la normalisation comptable internationale. Bon. Aussi, la comptabilité au sens plus large est un véritable miroir de nos sociétés. Et, je pourrais dire, a une valeur performative en plus. Pourquoi? Parce que par la manière dont on présente des résultats, des marges, des chiffres et du bilan, on influence la perception, par exemple, de la santé financière d'une entreprise et on peut même provoquer des prophéties autoréalisatrices. Évidemment, je pousse un tout petit peu l'exemple vers la caricature car les mécanismes d'influence sont beaucoup plus subtils. Merci, merci. Alors, Raluca, on va parler maintenant, si vous voulez bien, d'un sujet qui a fait beaucoup écrire, discuter, qui a donné lieu à pas mal de concurrence, qui sont les normes comptables, les IFRS. Vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais les International Financial Reporting Standards, qui ont été édités au début des années 2000 pour être rendues ensuite obligatoires par la Commission européenne, alors qu'elles avaient été faites par un organisme privé dont vous allez nous parler, et on se sont affrontés deux visions. Ce n'est pas un mystère, américaine et continentale, européenne, française, voilà. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? C'est vrai, cette période que vous évoquez a ouvert un vrai terrain de confrontation de techniques et de cadres comptables. Je m'en souviens aussi à titre personnel, car je faisais à l'époque mes études en comptabilité, et c'était le débat du jour. Plus qu'à des visions qui se confrontent, il y avait aussi une question de pouvoir d'action et de contrôle des différents organismes et des différentes institutions, si on accepte évidemment la thèse selon laquelle la comptabilité n'est pas neutre et a une valeur performative. Ce qui peut surprendre dans cet épisode est le fait que l'Europe avait pris donc la décision à l'époque, tout simplement, de déléguer la question des normes à un organisme de droit privé, l'IASB, International Accounting Standards Board, au moins pour ce qui concerne les entreprises cotées à la bourse. Certes, cela vient d'un souhait louable d'harmoniser les normes comptables entre les différents pays afin de créer un langage comptable commun et d'assurer une comparabilité globale servant notamment les intérêts des investisseurs. Néanmoins, l'Europe abandonne à ce moment ses propres efforts d'harmonisation en faisant appel à la sous-traitance, en sorte, des normes, comme l'explique très bien la sociologue Eve Chiapello. Mais certains points de divergence avec la comptabilité autochtone ont été très mal digérés par des acteurs et par une bonne partie de la profession en France, comme par exemple l'introduction du principe « substance over form », qui pourrait se traduire par prééminence de la substance économique sur la forme juridique,
donnant priorité dans les enregistrements comptables à la nature économique devant les formes juridiques des contrats. Donc, pour l'esprit français, c'était un peu choquant. Il est aussi intéressant à noter que l'Europe a souhaité assurer une forme de contrôle politique des normes et a créé un mécanisme spécifique se reposant sur 2 instances. La CRC, Comité de réglementation comptable, qui est composé par des représentants des pays de l'Union européenne et qui décide de l'adoption des normes, et l'EFRAG. Et l'exemple de l'EFRAG, c'est aussi une partie intéressante de cette histoire. Créé en 2001, l'EFRAG, c'est European Financial Reporting Advisory Group, très actif actuellement, est donc censé donner des conseils à la Commission européenne en question de comptabilité, avec la mission de servir l'intérêt public européen. Ouais. Mais bon, ça, c'est un concept qui reste encore flou. Un concept, on peut le dire, il faut le dire, malgré néanmoins des différents appels à des contributions, des définitions par des académiques et d'autres parties prenantes. Et un dernier point, peut-être moins discuté aujourd'hui, est l'échec des efforts de convergence entre les normes américaines et IFRS. C'est un échec qui s'explique en quelque sorte par la complexité du processus, mais aussi, je trouve, par la réticence justifiée du plus grand marché financier du monde de renoncer ou bien d'ajuster ses propres normes comptables. Je rajoute, cela arrive malgré l'affaiblissement et malgré la crise de conscience induite par la série de scandales financiers dont on se souvient très bien des années 2000. Mais alors, échec de la convergence, alors que c'était le but initial, ça avait été présenté comme ça. C'était pour ça qu'il y avait toute cette réflexion de l'IASB. Quand même assez étonnant. Bon. Après, il y a eu des efforts de convergence partout dans le monde. Il y a l'exemple du Japon, Ça peut quand même poser pas mal de questions. Enfin bon, bref. Effectivement. Voilà. Mais alors justement, comme vous l'avez dit, la Commission européenne, en quelque sorte, sous-traitait à un organisme privé. Et à votre avis, comment faire pour mieux maîtriser ces sujets par des gouvernements? Les États ont-ils un intérêt à intervenir? Doivent-ils intervenir? Et comment? Bon, on rentre sur des sables mouvants, je pense. Ah oui, c'est des sujets très politiques, en fait. Tant mieux. Et sur ce point, je peux quand même avoir un avis personnel. Oui. Engage personnel. Et qui est nourri quand même d'une longue réflexion sur les choix possibles. En fait, étudier le terrain des pays post-communistes et des pays en transition du communisme vers le marché m'a donné l'occasion de comprendre que les facteurs géopolitiques peuvent expliquer certains choix de cadre, certains choix et rythmes des réformes beaucoup plus facilement que les explications techniques qu'on apporte le plus souvent. L'exemple de la Roumanie est très intéressant de ce point de vue. Il y a une première étape de la réforme comptable, après la chute du communisme, qui a vu une orientation de forte inspiration continentale dans sa version française. Après, dans les années 2000, il y a un revirement brusque qui se fait vers l'adoption des normes comptables internationales, certes sous influence des mouvements en toile de fond vers l'harmonisation européenne. Cependant, dans chacune de ces étapes, les interventions de l'État français, respectivement du Royaume-Uni à travers le Know-how Fund et dans le cadre d'une démarche de diplomatie transformative, ont été déterminants. En plus, le cas des US, que j'avais cité, réticent à pousser plus loin le processus de convergence, est aussi très illustratif. Donc, sans parler forcément d'intervention directe des États, je souhaite surtout soulever l'importance d'assurer de bons équilibres de pouvoir, ce qui demande la présence d'acteurs puissants comme les États. Donc, j'aurais tendance aussi à aller plutôt vers un gouvernement par la loi, plutôt que vers une gouvernance par les nombres, pour reprendre un peu les expressions du juriste Alain Suppiot. Philosophe aussi. Et cela va bien au-delà du domaine de la comptabilité et cela devient pour moi un garant et un appui pour la démocratie. Excellent. Ah ouais, non, mais je vais dire aussi que je partage. Voilà. Et donc, une dernière question maintenant, Raluca, pour l'avenir, pour les perspectives. Dans cette mondialisation toujours plus multipolarisée vers laquelle on s'oriente, enfin, dans laquelle on est, déjà, la comptabilité sera-t-elle toujours, comme elle est aujourd'hui, normalisée finalement par les Occidentaux, enfin par les pays occidentaux, que ce soit américains, européens, etc., ou bien va-t-on vers des formes nouvelles? Bon, on peut parler d'une comptabilité normalisée par ou
plutôt pour les Occidentaux. Là aussi, ce que je peux dire aujourd'hui est qu'en ce qui concerne les normes de reporting financier, le couturier a dessiné le costume dans un standard bien marqué par la vision actionnariale et par les marchés financiers, et que le monde a appris. Donc, finalement, ce sont des normes qui, dans leur substance technique, répondent bien aux objectifs initialement fixés et qui sont aujourd'hui bien ancrés dans le fonctionnement des entreprises cotées. Pour les autres entreprises, l'enjeu est surtout de trouver une cohérence du système et non pas juste un patchwork pour une bonne lisibilité des réalités économiques. Il y a néanmoins un nouveau terrain très stratégique sur lequel il est important de se positionner, celui des normes extra-financières, des normes de communication extra-financière. Et pour exemplifier, dans sa communication relative au pacte vert européen de 2019, la Commission européenne a annoncé une révision de la directive sur la communication extra-financière, sur le reporting non financier, afin d'améliorer l'information des acteurs économiques et financiers en matière de durabilité. C'est très important. La nouvelle directive est entrée en vigueur le 5 janvier 2023 et se base sur les normes censées être développées par l'EFRAG, l'organisme dont j'avais déjà discuté. En même temps, en parallèle, l'IFRS Foundation a créé le ISSB, International Sustainability Standard Board, en novembre 2021, ayant pour mission de développer des normes en matière de durabilité qui sont explicitement orientées vers les intérêts des investisseurs et des marchés financiers. En plus, de nombreux organismes se positionnent sur ce nouveau marché de normes, ce qui demande une vigilance particulière, je le trouve, et une présence très active des États, des chercheurs, des différentes parties prenantes dans cette arène réglementaire et dans l'arène de normalisation. Donc bon, qu'est-ce que je peux dire? Les jeux géopolitiques ne font que commencer. Et on va les suivre avec vous. On les suivra. Avec grand plaisir et intérêt. Encore une fois, ce sont des sujets passionnants. Ah ben, c'est passionnant et c'est au cœur de la mondialisation et de la structuration de la mondialisation. Il faut vraiment s'en occuper. Il faut que les États s'en occupent aussi. Et donc, merci beaucoup, Raluca, encore. C'était tout à fait passionnant. Et merci à vous de votre écoute. Et vous pouvez retrouver toutes nos analyses sur notre site internet, je répète, publica.schema.edu. Merci.